On serait donc rendu à la troisième, mais pas mal dernière partie de ce cours, donc qui, je vous le rappelle, porte sur les différents types de discours qui ressemblent parfois à de la philosophie, mais qui n'en sont pas parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes critères de rationalité ou d'esprit critique, mais qui ont quand même des liens et des ressemblances, mais qui sont aussi différents, mais qui ont quand même des relations, etc. Donc on a déjà vu le discours spirituel ou religieux. On a également vu les différents types de discours qu'on pourrait dire ésotérique, psychologie populaire, pensée positive, croissance personnelle, etc. Qu'on confond souvent avec la philosophie, malgré que ça n'en soit pas exactement, et qu'on confond même parfois avec la science, malgré que ça n'en est pas. Et on va terminer avec le discours mythique. Donc, on va développer plus tard, en fait, dans le prochain cours, on va parler davantage des mythes grecs, on va aborder davantage l'histoire de la Grèce antique. On ne peut pas comprendre l'histoire d'une société sans comprendre ses mythes, donc on ne peut pas comprendre l'histoire de la Grèce antique sans connaître les mythes grecs. Mais aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous un peu plus globalement qu'est-ce qu'un discours mythique. Donc, dans le cadre de ce cours-ci, on va considérer qu'un mythe ou un discours mythique, c'est une histoire imaginaire qui peut être plus ou moins ancrée dans la réalité. Donc, un mythe n'est pas nécessairement faux ou 100% faux. Il n'est évidemment pas toujours vrai, ni ou du moins pas 100% vrai. Mais ce n'est pas la vérité ou la fausseté du mythe qui fait son intérêt. Ce qui fait son intérêt, c'est le fait qu'on y croit. Et que le fait d'y croire va influencer notre vie et le monde dans lequel on vit. Donc, le mythe utilise souvent des métaphores ou des archétypes. Donc, on le sait quand on lit une histoire mythique, une légende. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Généralement, ce sont des symboles, ce sont des métaphores, ce sont des illustrations de certains concepts plus abstraits, comme le courage, l'amour, la solidarité, etc., pour donner donc du sens au monde. Donc, c'est ça un discours mythique. Et on va voir donc différents... Je vais utiliser différents exemples de mythes pour illustrer les différents aspects donc, de ce que c'est qu'un discours mythique. Donc, on en connaît plusieurs des mythes. Ah oui, donc, les mythes ont des fonctions sociales, des fonctions intellectuelles. Ils servent à quelque chose. Ils ne servent évidemment pas à décrire la réalité, mais ils servent à nous aider à comprendre certaines choses. Donc, tout d'abord, un mythe sert à expliquer l'origine des phénomènes naturels. Par exemple, nos ancêtres, les Vikings, quand ils entendaient le tonnerre, ils pensaient que c'était le dieu Thor qui tapait avec son marteau, avant que celui-ci ne soit récupéré par les super-héros de Marvel. Évidemment que ce n'est pas vrai, mais que pour comprendre la culture, la société scandinave, viking, il faut comprendre d'où venait ce genre de croyances-là. Également, les mythes servent à expliquer certains phénomènes sociaux. Par exemple, donc les coutumes, les traditions qu'on a, s'expliquent dans les mythes. Pourquoi est-ce que on fait une fête à Noël, par exemple? Pourquoi cette date-là? Pourquoi est-ce qu'on a un sapin? Pourquoi est-ce qu'on a une crèche? C'est toutes des coutumes et des traditions qui s'expliquent par les mythes qui ont marqué notre société. Dans le cas de notre société, le mythe de la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ. Nos ancêtres, les Grecs, eux, moi, une coutume que je trouve vraiment cool, en fait, puis que peut-être que je devrais adopter ça moi-même chez nous, les agriculteurs grecs, à l'époque, avaient toujours une chaise de plus autour de la table. Donc, si tu as une famille de 7, mettons, tu mets 8 chaises autour de la table, d'un coup que Déméter, la déesse de l'agriculture, s'invite à souper. Moi, je trouve ça chouette comme tradition. Également, les Grecs, lorsqu'ils tuaient un animal, ils le sacrifiaient aux dieux. Ils gardaient évidemment la viande et le cuir pour eux, et ils jetaient les os et la graisse dans le feu. C'était leur offrande aux dieux, c'était le tribut qui payait aux dieux. Donc, il y avait des mythes, dans le fond, qui expliquaient certaines coutumes sociales chez les Grecs et chez nous aussi. Les mythes servent également à symboliser l'existence humaine. Donc, on va le voir plus tard, par exemple, avec le mythe de Narcisse ou, je sais pas moi, Aphrodite, que vous voyez à l'écran, déesse de l'amour. Bien évidemment, elle sert à illustrer le concept d'amour.
qui est un élément essentiel évidemment de la vie humaine, et finalement servir de modèle. Donc généralement, les Grecs se racontaient des histoires pour se donner des exemples. Par exemple, les grands héros guerriers étaient des modèles de courage. Dans notre tradition plus chrétienne, plus catholique, évidemment, on raconte l'histoire des saints, donc Saint François d'Assise, ou Jésus, ou Saint Paul, qui sont des modèles de dévotion, de solidarité, d'entraide, de partage, de courage, de compassion, etc. Donc ces figures-là deviennent des figures mythiques, si on veut, dans notre société. Je vais parler de deux mythes que vous connaissez déjà. Donc, vous connaissez le mythe de Noé, je suppose, le gars que, à un moment donné, Dieu s'est tanné, puis il a dit, les humains, c'est toutes des caves, à part Noé. Noé, il est chill. Fait que, il a dit à Noé, tu vas construire un gros bateau sur lequel toi et ta famille, vous allez pouvoir survivre, et tu vas garder 2 exemplaires de chaque animal vivant sur Terre. Comme ça, quand je vais m'être défâché et que ça va être la fin du déluge, ben, tu vas pouvoir repeupler la terre avec ta famille et avec les animaux. Ça, généralement, c'est l'histoire que tout le monde connaît. L'histoire que certaines personnes connaissent moins, c'est que, Noé, évidemment, lui, il était trop vieux, donc il n'a pas repeuplé l'humanité à lui tout seul. Il y avait 3 fils, Noé, et c'est pas mal eux autres qui ont repeuplé l'humanité par la suite. Ces 3 fils, évidemment, avaient 3 femmes, mais elles, on s'en calisse parce que c'est des femmes. Fait qu'on n'a pas retenu leur nom, puis on se fout un petit peu de ce qu'elles ont fait dans l'histoire. Donc ces 3 fils-là s'appelaient Sem, Cam et Japheth. Et chacun d'entre eux étant évidemment très fécond, très fertile, ils ont chacun fondé 6 tribus, 6 nations qui sont allées peupler le monde après le déluge. Les fils de Sem ont peuplé le pourtour de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle la plupart des habitants de cette région-là s'appellent aujourd'hui les Sémites, donc les Juifs et les Arabes. Les fils de Cam sont allés peupler le sud du désert du Sahara. Et les fils de Japheth sont allés peupler l'Europe. La plupart d'entre nous, donc, sommes des descendants de Japheth. Les Autochtones, les Premières Nations d'Amérique puis les Asiatiques, on s'en crisse, ils n'existent pas dans cette histoire-là. Donc, le bout que beaucoup de gens connaissent moins de cette histoire-là, c'est que après le déluge, après être atterri, Noé, donc ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il navigue au milieu de la pire tempête de l'histoire de l'humanité et qu'il regarde tous les êtres vivants sur Terre mourir à part sa ménagerie sur son bateau. Qu'est-ce qu'il fait donc Noé après ça? Il y a une réaction que je trouve tout à fait compréhensible. Il décide de virer une brosse. Avouez que vous aurez probablement fait la même chose à sa place. Et l'histoire raconte qu'après ça, Noé finit par se ramasser à danser à poil sur une table tout seul. Et il y a Cam, son fils, donc, qui l'aperçoit et qui trouve ça un peu perturbant et qui va voir ses 2 frères et qui dit « Hey les gars, le bonhomme il va pas bien, il est rendu qu'il danse tout nu sur une table avec un cruchon de vin, faudrait faire quelque chose. » Alors là, Sem et Japheth prennent le manteau de Noé, s'en vont à reculons et lui mettent le manteau sur les épaules sans le regarder parce que ça a l'air de rien comme ça, mais déjà à notre époque, voir ton père tout nu, c'est pas quelque chose de cool. Je vous dirais qu'à l'époque de l'Antiquité, dans la tradition juive, c'était vraiment pas cool. Donc, c'est ça, Sem et Japheth posent le manteau sur les épaules de leur père sans le regarder et ils vont le coucher. Le lendemain matin, Noé se réveille, grosse gueule de bois, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, les gars? Et là, Sem et Japheth lui disent, écoute, t'étais rendu que tu dansais tout nu sur la table, fait qu'on est allé te coucher. Là, Noé capote un peu, il fait comme, mon Dieu, j'espère que personne de vous 3 m'a vu. Et là, ils font comme, Sem puis Japheth, ils ont rien vu. Par contre, Cam, c'est lui qui t'a trouvé, donc lui, il t'a vu tout nu. Et là, Noé, de rentrer dans une colère peut-être un peu exagérée, si vous voulez mon avis, mais bon, qui suis-je pour juger un des grands héros de la Bible? Et il dit, Cam, tu as déshonoré ta famille, à partir de maintenant, tu seras le serviteur de tes frères Sem et Japheth, et les descendants de tes descendants seront à leur tour les serviteurs des descendants de Sem et Japheth.
Euh, je vous rappelle donc que Cam était le père de toutes les nations qui ont peuplé le sud du Sahara. Donc ce mythe-là, qu'est-ce qu'il nous explique? Bien, premièrement, il nous explique l'origine de certains phénomènes naturels, pourquoi il y a des espèces animales qui ont survécu. Il explique également pourquoi il y a différents peuples sur Terre. Et évidemment, vous aurez deviné que ce mythe-là, par la suite, dans l'histoire, des milliers d'années plus tard, il a servi aux esclavagistes à justifier le fait qu'on réduise les Noirs en esclavage, parce qu'ils disaient « Hey, c'est écrit dans la Bible que ces gens-là sont censés être nos serviteurs. » Donc là, on voit qu'un mythe, même si ce n'est pas une histoire vraie, parce que je vous l'apprends peut-être, l'histoire de l'Arche de Noé est fausse, tout comme l'histoire de la malédiction de Cam, ce sont des histoires fausses, mais qui ont des impacts bien réels sur la société. Un autre exemple de mythe, encore une fois issu de la Bible, c'est celle que vous connaissez peut-être de la tour de Babel. Donc, fut une époque où les humains ont essayé de construire une tour assez haute pour se rendre jusqu'au ciel, pour rejoindre Dieu. Et voyant ça, Dieu a trouvé que les humains étaient pas mal fendants, et il a décidé, pour nous punir, qu'il allait nous donner une grosse malédiction, qui allait faire en sorte que tous les peuples différents allaient parler des langues différentes. C'est ce qui fait donc évidemment ce mythe-là, et par la suite, donc ça fait en sorte que les ingénieurs, les constructeurs, les architectes, les contremaîtres qui voulaient travailler à construire la tour de Babel ne se comprenaient pas les uns les autres. La tour a fini par s'effondrer. Nous n'avons jamais accompli ce projet de nous rendre jusqu'au ciel avec une tour. On l'a fait des milliers d'années plus tard avec un avion, avec des avions, vous me direz, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, bref. Cette histoire-là, donc ce mythe-là, sert à expliquer plusieurs choses. Premièrement, il nous apprend qu'il ne faut pas essayer de s'élever au niveau de Dieu. Il y a beaucoup de mythes qui nous apprennent ça. Également, il nous explique pourquoi est-ce que les différents peuples du monde parlent différentes langues dans le monde. Mais aussi, l'image de la tour de Babel est rentrée dans le langage courant. C'est devenu une expression pour qualifier une institution où c'est le bordel, où les gens ne se comprennent pas, où c'est impossible de se retrouver. Un peu comme la maison des fous, la maison qui rend fou dans Astérix. On qualifie ça d'une tour de Babel. Voilà. Et quand on veut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tellement de conflits et d'incompréhensions entre les peuples du monde, certaines personnes vont dire « Ah, ben ça tient son origine dans la tour de Babel. » Et évidemment, encore une fois, cette histoire-là n'est pas vraie. Mais elle sert à illustrer, expliquer, à mieux comprendre le monde dans lequel on vit, ou du moins le monde d'où on vient. Et là, si on était en classe, je vous demanderais... Donc là, on voit que nos amis les Grecs avaient des mythes, que la tradition chrétienne a des mythes. À votre avis, notre société à nous, le Québec du 20e siècle, du 21e siècle, dis-je, est-ce qu'on a des mythes? Normalement, en classe, je vous laisserai en discuter entre vous et on reviendrait après ça. Et probablement que j'aurai cette réponse-là. Moi, j'ai une réponse, Julien. Oui, vas-y, Robin. Ben, moi, je pense que des mythes, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ah bon, comment ça? Ben, parce qu'aujourd'hui, on a la science. OK, puis ça fait quoi, ça? Ben, ça fait qu'aujourd'hui, on a une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. On a des théories qui sont réfutables, mais qui n'ont pas été réfutées, qui nous permettent d'expliquer les phénomènes naturels, qui nous permettent d'expliquer l'origine de nos traditions sociales, l'origine de nos sociétés, etc. Donc, on n'a plus besoin des mythes pour expliquer le monde. Réponse intéressante, Robin. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Robin. OK, fight! Ben non, Julien, on se battra pas dans un cours de philosophie. On va dialoguer de manière rationnelle. Ah, OK. Donc, toi, Daredevil, pourquoi tu penses qu'on a encore des mythes? Ben, parce que l'être humain n'est pas un être 100% rationnel, puis que la science, elle explique pas tout, puis qu'il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui vont croire un paquet de trucs qui sont plus ou moins vrais ou plus ou moins faux, mais qui leur servent à illustrer le monde, comprendre le monde, servir de modèle, donner du sens à leur vie. Fait que je pense que des mythes, aujourd'hui, ça existe encore. Ah bon, Daredevil, peux-tu me donner des exemples?
Non, ça tombe bien, c'est ma job à moi en tant que prof. Donc, je vous ai trouvé une couple d'exemples de mythes contemporains. Donc, de choses auxquelles notre société a tendance à croire, qui peut avoir un fond de vérité, mais qui n'est pas vraiment nécessairement vrai ou ancré dans la réalité, mais qui a quand même une influence sur comment on vit en tant que société, sur comment on voit le monde, sur comment on interagit entre nous, etc. Le premier exemple, c'est le concept de mâle alpha. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce concept-là. Donc, les hommes qui sont naturellement plus dominants, naturellement des leaders, que peu importe dans quelles circonstances ils vont se retrouver, c'est eux autres qui vont mener le groupe et que les autres sont comme naturellement portés à suivre. Ce concept-là a d'abord été inventé par des zoologues qui observaient des loups. Et qui se sont rendus compte que dans les meutes de loups, il y avait tout le temps un mâle qui était le seul à pouvoir avoir des rapports sexuels et que généralement, les autres mâles et les femelles lui obéissaient et le suivaient. Puis que des fois, il y avait un autre mâle qui essayait de lui tenir tête et que le mâle alpha donc le remettait à sa place. C'est de ces observations-là que le concept de mâle alpha est né. Premièrement, un des problèmes qu'il y avait avec cette observation-là, c'est que ça n'a pas été fait dans la nature, ça a été fait dans des réserves fauniques. Et deuxièmement, l'inventeur même du concept de mâle alpha, je pense 20 ans plus tard, a refait d'autres observations et a fait comme « Excusez, gang, je me suis trompé. » Dans le fond, le mâle alpha dans une meute de loups, en fait, il n'y a pas un mâle alpha, il y a un mâle et une femelle alpha. Et c'est pas des leaders naturels, c'est juste un papa et une maman. Ce qui explique pourquoi c'est les seuls à avoir des rapports sexuels dans la meute, parce que coucher avec tes enfants ou tes frères et sœurs, c'est dégueulasse. Et ce qui explique aussi que des fois, il y a des fistons qui décident de contester l'autorité du père et que celui-ci les remette à leur place, c'est normal. Mais ce n'est pas une question de leadership naturel, c'est juste une question de rapports familiaux. Entre-temps, le concept de mâle alpha avait été récupéré pour observer des sociétés de primates, donc des singes. Et évidemment, comme vous le savez probablement, parmi les primates, il y a les gorilles, il y a les bonobos, il y a les chimpanzés, il y a les ouistitis, il y a les orang-outans, et il y a l'homo sapiens, que ça, c'est vous et moi, dans le fond. Nous, les êtres humains, nous sommes des primates. Et les primatologues observaient donc qu'il y a effectivement dans les groupes de primates souvent un individu alpha. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont développé des grandes théories en disant, vu que les singes fonctionnent avec un mâle alpha qui mène le groupe, c'est la même chose chez les humains. Et là, il y a un paquet de livres de psychologie populaire qui visent à nous apprendre à reconnaître les mâles alpha, à développer notre potentiel de mâle alpha, ou tout ça. Toutes des théories qui ont très peu d'assises scientifiques. Et ça, c'est un des grands chercheurs en primatologie, M. Frans de Waal, qui est néerlandais, je crois, ou peut-être flamand, je ne suis pas certain, en tout cas dans ce coin-là, qui est un des grands spécialistes en primatologie dans le monde et qui se pète la tête sur les murs à chaque fois qu'on parle de mâle alpha, qui serait un individu fort, dominant, agressif, qui mène le groupe par la force de sa volonté. Frans de Waal est comme, calmez-vous. Premièrement, on parle d'individus alpha et pas de mâle alpha. Il y a autant à peu près de femelles alpha chez les primates que de mâles alpha. Ça dépend des espèces de singes, évidemment, mais chez les humains, notamment, on se rend compte que dans les tribus préhistoriques, il y avait à peu près autant de femmes qui menaient les tribus que d'hommes. Donc, on peut supposer que l'idée que ce soit un mâle alpha est déjà largement erronée. Deuxièmement, on a tendance à penser qu'un mâle alpha doit être agressif et dominant. Frans de Waal dit que c'est vrai qu'il y a certains mâles alpha qui se conduisent comme ça chez les primates, surtout chez certaines espèces, mais que, règle générale,
Le mâle alpha, c'est pas nécessairement le plus agressif. Même souvent, c'est même le plus empathique. Donc, celui qui va le plus être à l'écoute des besoins des autres, celui qui va le plus faire de cadeaux aux autres, celui qui va régler les conflits. Donc, non pas en imposant sa force, mais en séparant les belligérants et en disant « Hey, calmez-vous, on va s'asseoir puis on va se manger les poux entre nous pour... D'ailleurs, souvent, les mâles alpha vont être ceux qui vont le plus épouiller les autres, donc manger les poux de leurs congénères. Et souvent, une des stratégies que beaucoup de singes alpha vont développer, c'est de s'occuper des bébés. Même les mâles qui veulent devenir le mâle alpha de leur groupe de singes vont aller voir les bébés des différentes familles pour en prendre soin. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est ce que font aussi nos politiciens. Aujourd'hui, ils vont se montrer gentils, ils vont se montrer généreux, ils vont se montrer empathiques, ils vont être à l'écoute des autres, ils vont régler des conflits et ils vont prendre des bébés dans leurs bras pour montrer qu'ils sont des bonnes personnes. Et Franz de Waal nous explique que souvent le choix du mâle alpha du mâle ou de la femelle alpha dans un groupe de singes, c'est comme ça que ça se fait, un peu quasiment comme une campagne électorale. Les différents candidats se présentent, ils essaient de montrer qu'ils sont le plus gentil, le plus fin, le plus intelligent, pas nécessairement le plus fort ou le plus agressif. Et c'est comme ça que le groupe de singes finit par choisir son ou sa chef. Et troisièmement, donc, il y a Franz de Waal nous dit qu'il n'y a personne qui est naturellement alpha ou bêta dans la vie. Ça dépend des circonstances. En période de guerre, notamment, les groupes de singes ou les groupes d'humains vont généralement choisir le leader le plus agressif ou le plus dominant, c'est clair. En période de paix, ça va être autre chose. En période de prospérité, on va choisir généralement un leader peut-être plus généreux. En période d'austérité, on va choisir un leader peut-être plus économe. Donc, ça dépend vraiment de la situation. De la même manière, dans nos sociétés, vous voyez que, dépendamment qu'on soit sur un terrain de sport ou dans une salle de classe ou dans une fête, c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui vont prendre le leadership, et c'est normal. Donc, il n'y a personne qui est naturellement alpha dans la vie. Donc, évidemment, cette idée qu'on a du mâle alpha chez l'humain, qui est toujours un homme, qui est toujours agressif et dominant, et qui serait naturellement comme ça, c'est une idée qui est très répandue dans nos sociétés, même si elle n'est pas ancrée dans des bases scientifiques. Ça a quand même une influence sur la manière qu'on a de percevoir les gens, de percevoir nos rapports sociaux et de choisir nos leaders, d'ailleurs. On remarque d'ailleurs que nos voisins du Sud vont choisir un leader bientôt. Et je ne suis pas certain que le mâle alpha qu'ils vont choisir va nécessairement être le plus doux, le plus empathique, le plus à l'écoute ou le plus apte à résoudre des conflits. Ils vont peut-être choisir un bully, encore une fois. Donc voilà, pour moi, cette idée du mâle alpha est un bon exemple de mythe contemporain. Donc, ça a une base de réalité, une base de vérité, mais c'est très largement erroné, exagéré, déformé, mais ça a quand même une influence sur comment on vit, comment on pense, comment on conçoit le monde et comment on interagit les uns avec les autres. Un autre exemple de mythe contemporain, c'est le mythe de ce qu'on appelle un self-made man. Qu'est-ce qu'un self-made man? C'est probablement très bien illustré par le film La poursuite du bonheur avec Will Smith. Donc, c'est cette idée que Will Smith, dans ce film-là, incarne un personnage qui part avec rien dans la vie. Il est en faillite, il a des dettes, il se ramasse même à la rue à un moment donné. Il accepte de suivre une formation non rémunérée pour devenir courtier en bourse, quelque chose comme ça. Et à force d'efforts, de courage, de détermination, à force de croire en ses rêves, il finit par devenir millionnaire puis à faire la grosse palette. Bref, cette idée du self-made man, donc, elle est très, très, très répandue dans notre société. C'est l'idée selon laquelle n'importe qui a la capacité de réussir
financièrement ou artistiquement ou socialement, à condition d'y mettre les efforts, la volonté et le courage, et ce, peu importe les conditions dans lesquelles il naît, et ce, peu importe les facteurs socio-économiques qui sont les siens. C'est sûrement une histoire que vous avez très souvent entendue. Et même dans le système scolaire, on vous le répète très souvent. Si tu veux réussir, tu peux. Si tu mets les efforts, si tu as la volonté, si tu as le courage, etc. Est-ce que c'est une bonne chose de dire ça aux jeunes? Peut-être. Ça les encourage à persévérer à l'école, à travailler. Ça encourage tout le monde à faire des efforts et à vouloir réussir. Tant mieux. Et c'est une belle histoire. On aime ça, se raconter ces histoires-là pour se consoler parfois des malheurs et des injustices de la vie. Le problème, c'est qu'à peu près n'importe quel spécialiste en sciences sociales va vous dire que ça ne marche pas comme ça. Savez-vous, c'est quoi le principal facteur qui fait en sorte que les gens réussissent dans la vie socialement ou économiquement? C'est le revenu et le niveau d'éducation de leurs parents. Si tu nais dans une famille riche avec une éducation assez haute, tu as pas mal toutes les chances de te ramasser plus tard dans la vie avec un certain statut social, un certain revenu, etc. Si tu nais dans une famille pauvre ou sous-éduquée, tu as beaucoup moins de chances de parvenir au même statut. On connaît tous des histoires de gens qui sont partis de rien ou d'à peu près rien et qui s'en sont, somme toute, assez bien sortis, mais ce sont des exceptions plus que la règle. Et même le personnage de Will Smith dans ce film-là, ben, c'est quand même quelqu'un qui partait dans la vie avec un certain bagage culturel, un certain bagage d'éducation, qui avait grandi dans une certaine famille. Bref, on aime se faire croire qu'on est des individus isolés et que tout est le fruit de notre travail, de notre volonté, de notre courage personnel, ce qui fait abstraction de tous les facteurs sociaux. Donc, cette idée du self-made man, donc l'homme qui s'est construit lui-même, est un des mythes fondateurs de notre société. Parce que si on vit dans une société capitaliste qui est centrée sur le travail individuel et la recherche individuelle du profit individuel, c'est entre autres parce qu'on croit que c'est par nos efforts individuels qu'on arrive à réussir certaines choses. Et ce type de croyance-là, donc, nous influence grandement et peut même mener à certaines dérives, comme illustré ici dans cette vidéo que j'aime bien. Which is the combined wealth, this is according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the 3.5 billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. So somebody living on I celebrate capitalism. $1 a day in Africa is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. The only thing between me and I'm that not guy against is charity. motivation. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen, okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. If you work hard, you might be stinking rich one day. We're talking about... If you work hard, you might be stinking rich someday. J'adore cette citation. En passant, donc, la conversation, le débat que vous venez d'entendre, ça vient d'une émission assez connue chez nos amis du Canada anglais. Kevin O'Leary, le gars qui parlait, a failli devenir chef du Parti conservateur canadien à un moment donné. Il n'a pas pu se présenter parce qu'il ne parle pas assez bien français. Mais son discours est quand même assez intéressant. Parce que c'est un discours qu'on entend très souvent. Si tu travailles fort, si tu mets les efforts, même si tu es pauvre, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie et devenir riche. Ce qui est un discours qu'on peut effectivement questionner. Et un des très grands exemples qu'on nous donne souvent de self-made man, c'est, vous le connaissez sûrement, notre ami Arnold, qui, comme vous le savez, est arrivé aux États-Unis au milieu du 20e siècle
milieu fin du 20e siècle quand même, alors qu'il venait d'Autriche, il était pauvre, il n'y avait à peu près rien pour lui. Et il est devenu d'abord une star de la musculation. Après ça, il est devenu acteur. Après ça, il est même devenu gouverneur de la Californie, ce qui est quand même une pas pire réussite dans la vie. Et souvent, on le brandit comme un modèle à suivre. Regardez Arnold, lui, il n'avait rien dans la vie et à force de travail et d'effort, il a réussi à se hisser à un grand statut social. C'est l'exemple type du self-made man. Voyons voir ce qu'il avait à dire à ce sujet-là le jour où on lui a demandé de faire un speech de motivation devant des étudiants d'université. I came over here with absolutely nothing. I had $20 in the pocket and some sweaty clothes in a gym bag. But let me tell you, I had this one little apartment, and on Thanksgiving, the bodybuilders from Gorge Gym came to my apartment, and they brought me pillows, dishes, silverware, all of the things they didn't have. None of us can make it alone. None of us. Not even the guy that is talking to you right now. That was the greatest bodybuilder of all times. Not even me that has been the Terminator and went back on time to save the human race. Not even me that fought and that killed predators with his bare hands. I always tell people that you can call me anything that you want, but don't ever, ever call me a self-made man. And it gives the wrong impression that we can do it alone. None of us can. The whole concept of the self-made man or woman is a myth. I would have never made it in my life without the help. So this is why I don't believe in a self-made man. Why I want you to understand that is because as soon as you understand that you are here because of a lot of help, then you also understand that now is time to help others. That's what this is all about. J'aime beaucoup ce petit vidéo-là, parce que justement, on pourrait s'attendre de la part d'un homme comme Arnold Schwarzenegger à ce qu'il dise justement le contraire. À ce que, le gars c'est un républicain, c'est une vedette d'Hollywood généralement, puis quand on demande à ces gens-là de venir faire un speech devant des étudiants, souvent c'est vous êtes unique, vous êtes capable, faites des efforts tout seul, vous pouvez tout réussir si vous en avez la volonté. Et là, lui, il fait complètement le contraire de ce qu'on attend de lui. Il vient déconstruire le mythe. Il utilise même le mot mythe. Il dit le self-made man est un mythe qu'on doit remettre en question. Donc moi, j'aime son approche, une approche qui est une approche critique, qui dit, OK, on a ce discours-là qui est très présent dans la société, selon laquelle on réussit dans la vie grâce à nos efforts individuels. Est-ce que c'est vrai? Là, lui, il a réfléchi et il a fait comme, dans mon cas, c'est pas vrai, au moins. Là. Il dit, dans mon cas, moi, je suis devenu riche et célèbre et influent parce que j'ai eu l'aide de toute la société qui était là autour de moi. Et voilà, donc moi, je trouve ça intéressant. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Arnold, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi là-dessus. On pourrait avoir un débat super intéressant sur la notion de self-made man. Je serais tout à fait ouvert à la chose si j'étais pas tout seul devant mon ordi. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que donc cette idée de self-made man, tout comme l'idée de mâle alpha, c'est une idée qui a une base de vérité, mais qui est très largement déformée, exagérée, mais qui marque notre société, qui marque nos manières d'agir, nos manières d'interagir entre nous. Et on ne peut pas comprendre la société occidentale, nord-américaine du 21e siècle si on ne comprend pas ces histoires-là qu'on aime se raconter. D'autres exemples de mythes contemporains, j'ai pris celui-là, l'islamisation du Québec. Donc, vous savez, on a tous un cousin Stéphane qui tripe ses théories de la conspiration. On a tous une tante Ginette qui croit qu'on peut guérir le cancer avec des cristaux. Et on a tous un mononcle Gérard qui n'est pas raciste, mais qui haït les musulmans. Donc, il y a plusieurs histoires qui circulent sur Internet. Bon, là, ces temps-ci, on en entend moins parce que ça a beaucoup été remplacé par les théories du complot sur le coronavirus. Mais avant 2020, ce qui était bien à la mode, en fait, pas mal tout le long des années 2000, surtout 2010, c'était les théories sur l'islamisation.
Donc, on a peur que, bon, évidemment, on a de plus en plus d'immigrants au Québec, tout comme ailleurs en Occident. Et parmi ces immigrants-là, il y a quand même beaucoup de gens qui pratiquent d'autres religions, notamment l'islam. Et comme on le sait, il y a plusieurs pays musulmans où l'islam est imposé comme une religion politique, ce qui est vraiment pas cool, notamment pour les femmes, les minorités sexuelles, etc. Et là, il y a des gens qui pensent que ben là, plus on va accepter de musulmans dans nos pays, plus ils vont vouloir imposer leur religion et éventuellement, on va se faire islamiser. Cette théorie-là repose essentiellement sur des histoires qui sont soit complètement fausses. Donc, on va voir, par exemple, mon oncle Gérard partager l'histoire d'une femme qui est allée dans un Tim Hortons pour se commander un café, puis que la serveuse, la caissière, portait un voile, puis elle a refusé de la servir parce qu'elle ne portait pas de voile. Puis là, on va dire, OK, quel Tim Hortons? Où c'est qui cette fille-là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'article de journaux là-dessus? Comment ça se fait que l'employé n'a pas été réprimandé? Tu sais, généralement, ces histoires-là sont fausses. Même des fois, il y a ces fausses histoires-là qui vont se ramasser dans les vraies nouvelles. Comme à un moment donné, il y a eu un chantier de construction à côté d'une mosquée à Montréal où il n'y avait pas de femmes qui travaillaient. Et là, la rumeur se répandait comme quoi il n'y avait pas de femmes sur le chantier de construction parce que les fidèles de cette mosquée-là auraient demandé à ce qu'il n'y ait pas de femmes dans le chantier de construction à côté de leur mosquée. Ce qui était totalement faux, mais il y a quand même un journaliste de TVA Nouvelles qui a fait un reportage là-dessus. Même chose 2-3 ans plus tôt, dans une SAQ de Côte-des-Neiges, où est-ce que on n'avait pas décoré pour Noël. Et on pensait que c'était à cause des demandes des Juifs et des musulmans du quartier, ce qui était totalement faux, mais ça s'était quand même ramassé dans les nouvelles. Bref, et ce genre d'histoire-là alimente l'idée que les minorités religieuses font constamment des demandes pour qu'on accommode notre mode de vie à leur religion. Et là, il y a des gens qui pensent qu'éventuellement, ces gens-là vont vouloir imposer des lois religieuses, ce qui est faux. Il y a 10 ans de cela, 10-15 ans je crois, il y a un petit groupe de musulmans qui sont allés voir l'Assemblée nationale du Québec et qui ont dit on aimerait ça pouvoir régler des cas de divorce, non pas devant un juge, mais devant un imam. Donc, que s'il y a un couple musulman qui vit au Québec et que la femme ou l'homme demande le divorce, au lieu de régler ça devant un juge ou un notaire ou un représentant de la loi, donc ce soit un leader religieux qui puisse régler le cas de divorce. Et l'Assemblée nationale du Québec a répondu non, cela est impossible étant donné notre Charte des droits et libertés. Un cas de divorce, ça doit être réglé devant un représentant de la loi et non pas devant un représentant religieux. Évidemment, ces gens-là étaient une toute petite minorité. Même parmi les musulmans, ils étaient marginaux. Et ils ne demandaient pas ça pour l'ensemble du Québec, ils demandaient ça juste pour eux autres. Et ça leur a été refusé. N'empêche qu'il y a des gens comme mon oncle Gérard qui pensent que ça, c'est la preuve que les musulmans veulent imposer leur religion à toute la société. Ce qui est faux. Ou du moins largement erroné. Est-ce qu'il y en a des musulmans qui pensent qu'on devrait imposer la charia, la loi musulmane à toute la société? Oui, on les appelle les islamistes. Ces gens-là ne sont pas super parlables, mais ils ne représentent qu'une infime minorité des musulmans et ils ne sont certainement pas une menace pour le Québec, contrairement à ce que des gens comme le gars qu'on voit ici à l'écran peuvent croire. Cependant, si on veut comprendre la société québécoise d'aujourd'hui, on doit comprendre, entre autres, pourquoi est-ce qu'il y a une telle peur qui existe par rapport à l'islam et aux musulmans et par rapport à l'islamisation du Québec. Quand, dans 2000 ans, les étudiants de cégep vont vouloir apprendre à connaître notre civilisation, ils ne vont pas devoir seulement apprendre qu'est-ce qui était vrai. Ils vont aussi devoir apprendre c'est quoi les mythes et les histoires qu'on se racontait, notamment des histoires d'islamisation ou de self-made man ou de mâle alpha. Ça nous aide à mieux comprendre notre société, de croire les histoires, pas de croire, mais de comprendre les histoires qu'on se raconte. D'autres exemples comme ça,
des gens comme Maurice le Rocket Richard sont devenus des légendes, sont devenus des mythes. Le gars, il a vraiment existé. Le gars était vraiment un joueur de hockey formidable, mais il est devenu un symbole. Cet homme-là est devenu le symbole, donc évidemment, du courage, de la détermination, du travail d'équipe aussi, de l'humilité. C'est un homme très humble et il a symbolisé cette humilité-là auprès des Québécois de son époque. De la même manière que les Grecs de l'Antiquité admiraient des gens comme Hercule ou Ulysse ou Achille, ben, les gens de l'époque de nos grands-parents, mettons, admiraient quelqu'un comme Maurice Richard qui nous servait donc de modèle. Donc un mythe, c'est pas nécessairement quelque chose de faux, pas nécessairement quelque chose de vrai non plus, mais c'est quelque chose qui inspire les gens, qui représente, qui symbolise certaines valeurs, certains concepts plus abstraits. Et comme je vous dis, ça n'a même pas nécessairement besoin d'être une histoire basée sur la vérité. Les œuvres de fiction auxquelles on croit peuvent devenir des mythes. J'ai pris l'exemple de Hunger Games. J'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Parce que, bon, au fond, Hunger Games, c'est quoi? C'est l'histoire d'une société qui est dirigée par une élite méchante et autoritaire et totalitaire et dictatoriale. Et là-dedans, ben, il y a une poignée de pauvres opprimés qui décident de se révolter et qui vont aller braver donc le méchant gouvernement qui les domine. Cette histoire-là se retrouve également dans Divergence, dans Harry Potter, dans Star Wars, dans un paquet d'autres histoires qu'on aime se raconter. Évidemment, on ne croit pas que ces histoires-là sont vraies. Il n'y a personne qui croit que Hunger Games existe pour vrai. Mais le fait que ces histoires-là nous marquent autant, nous intéressent autant, nous fascinent autant, ça dit quelque chose sur notre société. Moi, quand je regarde aller tous les complotistes, tous les gens qui manifestent contre les mesures sanitaires, tous les gens qui pensent que les médias, le gouvernement, les grandes compagnies pharmaceutiques, les scientifiques sont tous unis dans une grande conspiration pour dominer le peuple et que eux, c'est la minorité qui vont se battre pour la liberté, ben ces gens-là, veut pas, sont influencés par les grandes œuvres de fiction, par les grands mythes de notre époque. Ils se voient plus ou moins consciemment ou inconsciemment comme les Katniss Everdeen, comme les Luke Skywalker, comme les Harry Potter ou les tricks de notre société, de notre réalité. Donc, même les œuvres de fiction peuvent remplir la fonction de mythe pour une société. Par exemple, si je vous demande quelles ont été les deux grandes histoires d'amour, les deux grandes histoires d'amour qui ont marqué le 21e siècle, vous me répondriez quoi? Bon, là, évidemment, vous n'êtes pas en classe, fait que vous ne pouvez pas me répondre. Souvent, j'ai beaucoup d'étudiants qui répondent Titanic. Non, Titanic est sorti en 98-99, donc c'est 20e siècle. Les deux grandes histoires d'amour, en tout cas, qui ont vendu le plus de livres et le plus de places de cinéma au 21e siècle, c'est Twilight et 50 Shades of Grey. Là, c'est très drôle parce que 50 Shades of Grey est une histoire qui, au départ, était un pastiche de Twilight. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte, ces deux histoires-là? C'est l'histoire d'un gars plus vieux et beaucoup plus puissant que la fille, qui la fait souffrir, qui est manipulateur, qui est même souvent abusif. N'importe quel psychologue ou travailleur social qui regarderait ces relations-là dirait « le gars a clairement un comportement abusif envers la fille ». Mais que la fille va rester avec pareil parce qu'elle pense qu'elle peut le changer. Si elle l'aime assez fort, elle va l'aider à devenir une meilleure personne et éventuellement, leur histoire d'amour va être une grande réussite. Évidemment, il n'y a personne dans la vie qui pense que ces histoires-là sont vraies. Mais le fait que ce soit ces histoires-là qui aient marqué le plus notre époque, ça en dit beaucoup sur la manière qu'on a de vivre nos relations amoureuses, de concevoir l'amour, de concevoir les rapports hommes-femmes.
Et il y a moyen donc de se questionner qu'est-ce que ça dit sur notre société, le fait que ce soit ces histoires-là qui nous marquent autant. Et ces mythes-là, ces histoires-là qu'on aime se raconter, donc influencent nos rapports sociaux, influencent la manière dont on conçoit l'amour et en disent beaucoup sur notre société. Donc les mythes, comme on l'a vu, c'est un ensemble d'histoires qu'on se raconte, qui véhiculent certaines croyances, qui sont plus ou moins ancrées dans la réalité, dont on est plus ou moins conscient de la vérité ou de la fausseté, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ça influence comment on vit, comment on pense, ça influence notre société, ça influence qui on est comme personne, etc. Et là, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, on pourrait avoir de très belles discussions. Si on était en classe, on pourrait avoir une très belle discussion sur est-ce que les relations amoureuses entre Bella et Edward est véritablement une relation abusive ou une relation saine, ou entre Christian et, comment qu'elle s'appelle l'autre déjà? Anna, je pense. En tout cas, est-ce que leur histoire d'amour est une histoire saine ou malsaine? On pourrait en discuter. À quel point est-ce que ces histoires-là influencent notre société, influencent nos rapports? On pourrait en discuter. À quel point est-ce que mon interprétation, comme quoi les complotistes d'aujourd'hui sont inspirés ou influencés par les histoires de rébellion comme Hunger Games, à quel point est-ce qu'on peut dire que Maurice Richard est un mythe ou une légende qui a influencé notre société? À quel point est-ce que l'islamisation est une menace? À quel point est-ce que le mythe du self-made man est vrai? À quel point est-ce que le mythe du mâle alpha est vrai ou pas? On pourrait en discuter. Mais de la même manière que je vous parlais de croyances religieuses, de croyances ésotériques, de croyances spirituelles, je vais terminer seulement sur cette fameuse citation de Jules Lequier qui nous disait « Quand on croit détenir la vérité, il faut savoir qu'on le croit, non pas croire qu'on le sait. » Donc, toutes ces idées-là qu'on a tous, même moi aussi, je veux dire, je suis habité par le mythe du self-made man, je suis influencé par Hunger Games et 50 Shades of Grey, que j'ai pas vu par ailleurs, mais ça m'a influencé pareil parce qu'il y a tellement de gens autour de moi qui l'ont vu ou qui l'ont lu. Et ce sont donc des mythes qui nous habitent tous. Mais il faut être conscient donc que ces idées-là, ces mythes-là, relèvent davantage de la croyance que du savoir. On peut quand même en discuter, savoir à quel point est-ce qu'on peut trouver de la vérité là-dedans. Mais il faut savoir distinguer le savoir de la croyance. Et c'est donc le but de la séance d'aujourd'hui. C'était ce que je voulais voir avec vous en vous parlant de spiritualité, de mythes, d'ésotérisme, de psychologie populaire, de croyances personnelles, etc. Donc de tous ces discours-là qu'on peut souvent confondre avec de la philosophie, de toutes ces croyances qui peuvent sembler philosophiques ou scientifiques, mais qui souvent ne passent pas tout à fait le test donc, de l'analyse critique. C'est ce que je voulais voir donc avec vous aujourd'hui. J'aurais adoré avoir des discussions vraiment là-dessus, parce que, comme je vous dis, je ne vous assène pas ça comme étant des vérités ou des faussetés certaines. Je vous présente ça comme étant des croyances dont on peut discuter. C'est ça la philosophie. Et c'est donc ce qu'on avait à voir dans le cadre de ce cours-ci pour bien distinguer les différents types de discours. Vous devriez déjà avoir pas mal la matière que ça nous prenait pour faire le questionnaire numéro 6. Il y a une vidéo qui devrait paraître très bientôt sur la Grèce antique qui va vous aider également pour le questionnaire numéro 6. Donc là, on vient de terminer vraiment la matière sur la méthodologie, sur les différents types de discours, c'est quoi la science, c'est quoi la philo, c'est quoi la spiritualité, etc. Là, à partir du prochain cours, on va vraiment embarquer dans la Grèce antique, dans le volet plus historique. J'ai déjà hâte. D'ici là, prenez soin de vous autres.